Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Motor. Aujourd'hui on va s'occuper du moteur, évidemment celui qui ira futurement dans la Manta. Alors ce moteur, le V6, c'est un X25XE. Voilà, c'est un moteur Opel. La dernière fois on avait trouvé une sorte de mayonnaise ici, là où il y a la pompe à eau. Aujourd'hui on va un peu découvrir si c'est très grave ou si c'est absolument rien du tout. Suite à la dernière fois, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Alors ce qui aurait été bien, ça aurait été de prendre les taux de compression. Le fait qu'on ait de l'huile dans l'eau au taux de compression sera invisible. Si on avait de l'huile dans les cylindres, ça se verrait. Si on avait de l'eau dans les cylindres, ça pourrait se voir aussi pour les taux de compression. Mais là, on a de l'huile dans l'eau. Voilà. Ce qu'on va faire, je vais enlever, hop, mes connecteurs de bougie. Alors, ici, on a aussi un sérieux problème. On a du blanc partout à l'intérieur. Hop, alors je sais pas si... Je pense que c'est du... comment on appelle ça? Ouais, c'est du calcaire. Donc il y a de l'eau qui est passée. Alors je croise les doigts pour pas que la culasse soit fissurée. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes bougies et on va passer l'endoscope à l'intérieur pour regarder l'état interne. Si on voit qu'on a de l'huile sur les cylindres, on peut abandonner. Ça voudra dire qu'en fait, nos segments sont déglingués. Ou sinon on a une grosse fissure en plus ou un joint de culasse en plus de ce qu'on a déjà, donc ça veut dire qu'on aura une grosse surchauffe qui aurait pu beaucoup abîmer le moteur. Donc là je vais ouvrir, je vais enlever les bougies et du coup on va regarder un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Il y a tellement de calcaire que je n'arrive même pas à rentrer ma douille dedans. Voilà, la douille à bougie. Ah, ça y est. Hop. Alors ce que je vais faire, je pense que je vais plutôt souffler avant. Je vais prendre ma soufflette. Je vais enlever la poussière qu'il y a dedans. Oh là! Comme on peut le voir. Je sais pas si c'est terrible hein, tout ça. Oh là, regardez, un peu de rouille. Oh, c'est pas terrible. Hein. On va regarder de l'autre côté ce que ça donne. De l'autre côté, on n'a rien. Donc si jamais il y a un problème culasse, ce serait, je pense, surtout de ce côté. Alors j'espère pas, mais vu ce que je vois là déjà, eh ben ça me plaît pas beaucoup. Ok. Les bougies. Là, on n'est pas trop mal. Hop. Alors. Ouais, là, on va dire que c'est plutôt normal. Donc on n'a pas d'huile spécifiquement dedans. On a une plutôt bonne combustion. À mon avis, le mec d'avant, il a dû... Ou la gonzesse d'avant, je ne sais pas. Il a dû un peu avoir souvent le pied lourd, je pense. Vu qu'on a quand même pas mal de carbone. À mon avis, il devait devoir enfoncer un petit peu. Alors, hop, pour celle-ci. Oh, regardez, c'est noir, c'est du carbone. Là, c'est pas gras, on s'en sort pas trop mal. Normalement, on ne devrait pas avoir de l'huile dans les cylindres. D'après ce que nous dit nos bougies, on ne devrait pas avoir d'huile. Bon, par contre, voilà, la bougie, elle est déglinguée, donc on a pris l'eau. Et là, celle-là, celle où c'était blanc. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. Rien de spécial. Pareil que les autres. Rien de spécial. Alors peut-être que c'est pas si grave que ça. À mon avis, il y a de l'eau qui s'est accumulée à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est de l'eau de liquide de refroidissement ou est-ce que c'est de l'eau tout court? Voilà, tout dépend du temps de stockage. Si jamais il a été lavé au Karcher, je pense, avant la vente, il a dû être lavé au Karcher, l'eau a dû rester dedans. Alors c'est peut-être pas si grave que ça. Ce qu'on va faire, on va prendre l'endoscope. Alors j'ai pas un endoscope non plus de fou furieux. J'ai un endoscope comme ceci, hop,
Donc là, on va allumer. On va mettre dans le cylindre. Voilà, on voit bien. Hop, la descente. Alors, faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Voilà. Et là, on regarde un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Là, le piston est très haut. On voit pas très bien. On va rajouter un peu de lumière, voilà. Ça a l'air normal. Ça a pas l'air spécifiquement abîmé. Voilà. On va voir celui d'à côté. Hop. Alors. Il a l'air d'y avoir quand même pas mal de carbone, mais rien de bien méchant. C'est un moteur, hein. Il a 230 000 km, donc il a un peu tourné. Vous voyez les débris qui sont tombés dedans. Ça, c'est la rouille des bougies. Voilà, de la bougie qu'on a enlevée tout à l'heure. La rouille, en la desserrant, c'est rentré dedans. Bon, bah ça, évidemment, il faudra l'enlever avant de faire tourner quoi que ce soit. De toute façon, c'était pas prévu qu'on le fasse tourner. Il y a plein de rouille là. Ah, c'est pas terrible. Le dernier. Hop. Alors. Eh bien. Voilà. Oh non, c'est un cylindre très beau. Il n'y a pas de souci spécifique. Ah. Peut-être sur le côté ici. Ici, là, on voit quelque chose ici, sur ce côté-là. Je sais pas si on voit bien la caméra. Hop, je vais essayer de... Ouais, je suis au max de la lumière. Voilà. Là, on voit ici, il y a un truc qui va pas. C'est bizarre, ça. C'est cette trace-là. Là, ici. Voilà. Ça, c'est très curieux. C'est peut-être juste de la saleté, hein. Il n'y a rien d'autre. Ce qu'on va faire, on va faire pareil, mais avec les autres cylindres, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, ici, on peut voir qu'on a de l'huile partout. Donc là, on a de l'huile qui est remontée du cache culbuteur, qui a passé le joint, qui est rentré là où il y a la bougie. Rien de grave. C'est pas rentré dans le cylindre. Donc c'est pas dans le cylindre qu'on a ça. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Là, on est un peu carboné. C'est un vieux moteur, une fois de plus. Les bougies, elles n'ont pas forcément été changées, on va dire, régulièrement, hein. Peut-être qu'elles sont très vieilles. Par contre, non, celle-là, je pense pas que ce soit l'intérieur du cylindre non plus. On va passer un coup d'inspection. Mais je pense pas. Enfin, en tout cas, j'espère pas, hein. Ok, donc niveau piston, on est bien, on est sec, on n'est pas huileux. Il n'a pas l'air d'avoir été rempli d'eau, donc il n'a pas blanchi. Voilà, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Ce qu'il faut faire, c'est que je vais enlever les caches culbuteurs et on va voir un petit peu dessous les caches si il y a quelque chose ou pas. De toute façon, ça changera rien. Les caches culbuteurs, on va juste savoir l'état des arbres à cam. Je les avais déjà vus un petit peu. Je crois que c'était en excellent état. Alors ce côté qui fuyait, on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop, voilà. Tac. Ok, alors fuite ici, peut-être bien. Ouais, ça va encore. C'est de la fuite, mais de la petite fuite, hein. Mais il est vieux, il doit être un peu dur, un peu sec, parce que le caoutchouc avec le temps durcit et sèche, ce qui fait qu'on a des fuites. Voilà.
Ok, donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être s'occuper de la distribution pour pouvoir retirer après les vis de culasse. Donc là, je vais desserrer ma distribution. Et puis après, bah, je vais retirer du coup mes arbres à cam. Cette distribution est très particulière. On a 3 galets tendeurs. En réalité, on n'a que celui-là qui est élastique. Les 2 autres ici ne sont pas élastiques. Donc eux, ils viennent donner une forme. Voilà, ils viennent donner du coup une position définie. Celle-ci vient créer une tension. Alors que les autres, comme je vous dis, c'est défini. Donc en fait, le réglage est très particulier sur ce moteur-là. Il faut absolument respecter les emplacements. On a un emplacement aussi en bas, on ne le voit pas derrière la poulie. Et une fois qu'on a ça, quand on met en tension nos 2 ici, on doit garder absolument les positions. Voilà. Et après ici, on vient créer la tension pour terminer. C'est très particulier. J'avais jamais vu ça d'ailleurs sur aucun moteur, mais voilà comment on fait. Donc il y a une seule, du coup, on n'a qu'une seule courroie de distribution sur certains moteurs. On peut en avoir plusieurs. On a une courroie de distribution extrêmement longue et extrêmement épaisse. Voilà, à mon avis, la durée de vie de cette courroie doit être énorme parce qu'au final, c'est pas un moteur non plus qui est très puissant et qui monte très haut dans les tours. Hein. Les tours, ça doit être du 6000 max, 6000, 6005, allez. Et on a du coup une courroie qui est plutôt épaisse et très grosse. Du coup, elle va durer longtemps. Alors une chose qui me plaît pas trop, et ben on est obligé d'enlever les poulies. Voilà, alors ça, je voulais pas trop le faire. Alors je vous expliquerai ce que les poulies, c'est très particulier. On a 2 repères, un là et un là pour la distribution. Alors c'est très bien fait, parce qu'en fait ici il y a écrit 1, ici il y a écrit 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait le 1, ici, ça va être pour le repère 1. Mais si on met en position 1, ici on est en position 2, du coup on est sur 2, sur le repère 2. Ici, il y a écrit 1 parce qu'on est en position 1. Donc là on est bien placé. Et la position 2 qu'on voit ici, elle est placée là. 2. Avec le repère ici. Ça veut dire qu'en fait on peut inverser ces 2 poulies si on veut, mais par contre, le repère sera pas le même à utiliser. C'est pareil pour ces 2-là. 3 et 4, c'est différent. Voilà, alors c'est pas mal. Sinon, ce qu'ils auraient pu faire tout simplement, c'est mettre poulie 1, poulie 2, poulie 3, poulie 4. Mais vu que ce sont les mêmes, avec les mêmes crans, bah du coup, ils ont fait ça comme ça. Maintenant, il va falloir absolument enlever, hop, hop, toutes les cams. Enfin, toutes les poulies d'arbre à cam. Et puis on continue l'aventure, hein. Alors, nouvelle constatation. Regardez. Pour le 1, donc le 1 ici, il faut se mettre en 1. Donc en haut, parce que le 2 c'est en bas. Le repère est sur le 1, ici. Si on se met en 2, le 2 est là, le repère 2 est là, et on est ici. Voilà. C'est assez simple. Et puis, ben, on continue.
Oh, j'ai mis un pansement ici, là. Bon, ça va mieux. Voilà. C'était pas si grave que ça. Alors, une chose importante. Donc, comme on peut le constater, je vais le mettre sur le côté, sinon vous n'allez pas bien voir. Bon, même là, on voit pas très bien. En fait, la culasse ici est plus reculée que la culasse d'ici. Voilà. Ici, on voit qu'on a un capteur d'arbre à cam. Ce capteur permet de passer en moteur séquentiel. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en moteur séquentiel? Ça veut dire qu'en fait, votre injection se fait à chaque moment d'admission. Un moteur semi-séquentiel, ça veut dire qu'on a 2 injections par tour. Enfin, on a 2 injections par cycle. On en a un avec moteur en mode explosion, donc on a une injection sur les soupapes et on a une autre injection au moment de l'admission d'air. Alors cette poulie, c'est pareil hein, que l'autre côté. On a un 4, on a un 3, on a un 3, on a un 4. Voilà. Donc ça veut dire que sur l'autre poulie aussi, hop, on a le détecteur cam. Ici. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais en profiter d'avoir le moteur comme ça parce que j'aimerais bien voir quelque chose. On a un cache normalement, mais est-ce que le moteur serait pas mieux sans son cache? Est-ce que c'est pas plus mal d'avoir un moteur où on voit bien où on voit bien les cams, où on voit bien tout? C'est peut-être plus sympathique. On va mettre les caches pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et voilà. Et ben ça donne peut-être un moteur plus agressif. On a un moteur un peu plus violent. Après évidemment il faudra mettre aussi la courroie, etc. etc. Mais peut-être que c'est un peu mieux. Bon là c'est sale. Mais une fois que ce sera propre, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal d'avoir un moteur comme ça. Ouais. Je pense que ça pourrait être vraiment bien avec l'étendeur ici. Hop. Voilà. Et après notre courroie de distribution. Moi je pense qu'on pourrait être pas mal. Ça éviterait d'avoir ce cache qui est pas terrible. Même si grâce à ce cache on a quand même les repères. On va voir, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez avec le cache derrière ou sans le cache derrière avec distribution complètement apparente? Voilà. Hop. Tac. Qu'on voit tout. Et après, évidemment, il faut que je m'occupe de mes poulies pour les lustrer, pour qu'elles soient propres. Pour que ça donne vraiment l'impression de quelque chose de très très propre. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Voilà, ici on a le Calorsta et hop, ça mène directement à l'extérieur jusqu'à notre radiateur d'eau. Voilà. Alors une chose très rigolote sur ce moteur, c'est qu'ici, pas très rigolote, c'est qu'ici en fait on a 2 conduits, enfin un double conduit. Les 2 culasses se rejoignent au niveau du liquide de refroidissement en un seul conduit, et ici on vient l'emmener au comment on appelle ça, au système de réchauffage interne du véhicule. On a un conduit hop ici qui va directement à un radiateur, l'autre conduit aussi, et en fait toute la chaleur vient du coup dans l'habitacle pour apporter de l'air chaud quand vous mettez vos ventilations. Alors quand j'ai voulu déposer ça, j'ai voulu dévisser, ben voilà, surprise du chef, une fois de plus des vis qui ont gonflé avec la rouille, hop, et du coup bah c'est un enlevable. Voilà, du coup on fera ce qu'il faut, on va faire ce qu'il faut pour régler ce problème qui est un nouveau problème. On collectionne un petit peu les problèmes sur ce moteur, mais bon on aime ça, ça nous dérange pas beaucoup. Là il va falloir que je fasse levier parce qu'évidemment il y a une vis comme ça, une vis comme ça, du coup ça crée une contrainte en triangle. Ça c'est très chiant, cette pièce je ne la récupérerai pas. On va faire une modification bien spécifique avec tuyauterie qui part vers l'extérieur, on repercera à l'intérieur. Voilà, mais comme ça au moins ce sera bien, ce sera mieux que ça. Qui nous embête. D'ailleurs je vais prendre mon pied de biche et je vais virer ça, comme ça je le verrai plus et ce sera vraiment mieux. Alors on est le lendemain, parce qu'au final ma batterie de GoPro m'a lâché. Et voilà, en essayant de dévisser ça, hop, ça a cassé. Parce que ça a gonflé à cause de la rouille, voilà.
Donc ça, on oublie, on jette. Alors il va falloir que je fasse levier pour pouvoir enlever ça. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Eh oui, ça m'embête un petit peu de devoir faire ça, mais je suis bien obligé. Et voilà. Donc on voit bien que c'est foutu. Alors. Hop, donc cette pièce, hein, je la remettrai pas de toute façon. Alors cette pièce, ici, ça permet d'aller au radiateur. Voilà, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'avais déjà dit. Ici, capteur de température, moteur, indicateur. Donc indicateur tableau de bord, température pour la cartographie. Donc maintenant qu'on a enlevé ça, il va falloir regarder notre échangeur, parce que je pense que c'est l'échangeur qui est foutu. J'espère, parce que si c'est pas ça, sûrement un problème de culasse. Et maintenant, il faut enlever ici et là. Voilà. Ok, c'est pas très serré. C'est très bien. Maintenant, on va voir si l'échangeur huile, l'échangeur d'huile eau est foutu ou pas. Et s'il est foutu, eh ben, ce qu'on fera, c'est qu'on le changera pas. Et oui, on va remplacer l'échangeur huile eau par un échangeur huile air ici. Je pense que ça va être bien mieux. Plutôt que d'avoir un sandwich, en fait, on a deux apports. Et ça, c'est vraiment bien. Donc là, ce qu'on voit là, ce sont des vis banjo. C'est ce qu'on aurait dû avoir ici avant que ça casse. L'intérêt, c'est qu'en fait, ça passe par l'intérieur. Et après, avec votre accord banjo, en fait, ça vient prendre le tour. Ce qui fait que, hop, ça vient emmener le liquide. Voilà, donc là hop, ça s'enlève très facilement. Et après on va jeter un petit peu un coup d'œil au radiateur. On va vite savoir s'il fuit. S'il y a de l'huile dessus, c'est qu'il est complètement foutu. Ok, hop, voilà, ça c'est enlevé. Maintenant le bas. Voilà. Tac. Ok, donc en fait on peut pas l'enlever comme ça. Il va falloir d'abord enlever la plaque et après le radiateur. Allez, ça c'est une dinguerie ce truc là. J'enlève ma petite plaque. Et maintenant j'enlève mon échangeur eau huile. Alors est-ce qu'il y a de l'huile qui arrive d'en haut, d'ici? Ce qu'il faut faire, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est comme un radiateur. Ce qu'il faut faire, c'est boucher. Oh bah, j'ai même pas besoin de. Ah, regardez ici. Là, ça a pété. Donc là, c'est très simple. Bon, c'est dégoûtant. Hein. Désolé de vous infliger ça, mais pour savoir, on bouche un côté et on envoie de l'air de l'autre. Voilà, il est complètement foutu. La fuite, ce n'est que ça. C'est une très bonne nouvelle. Je vais informer du coup les vendeurs que ce n'est que le radiateur, et en fonction d'eux, j'aimerais bien quand même une compensation parce que ça demande quand même du travail pour un moteur qui est censé être en parfait état de fonctionnement et garanti 12 mois. Voilà, bonne nouvelle, du coup notre moteur c'est rien du tout. Alors, comment je peux me fier à ça, vraiment? Comment je peux être certain que ce soit que le radiateur d'huile qui était fuyant et pas autre chose? En fait c'est très simple. Ici, on a notre calorstat, oui. Et dedans, eh ben, il y a du calcaire, mais il n'y a pas d'huile. Alors pourquoi j'avais de l'huile ici en mayonnaise et dedans j'en ai pas? Et ben en fait la réponse est très simple. Ce moteur là il provenait d'une voiture accidentée, c'est ce que le vendeur m'a dit. Ce qu'il y a, c'est que les vendeurs, ce qu'ils font, s'ils ont l'occasion de tester le moteur sur le véhicule, ils le font. Ce qui s'est passé, c'est que le moteur était accidenté à l'avant, du coup il n'y avait plus d'eau pour le moteur. Faire tourner un moteur sans eau, c'est pas un souci si ça dure que quelques secondes. Ce qu'il y a, c'est qu'entre temps, pendant le choc, le radiateur d'huile, il a percé. Quand ils ont fait démarrer le moteur, il y avait de l'huile qui était rentrée jusqu'à la pompe à eau, uniquement. Du coup, ça a créé de la mayonnaise, casse d'emplacement,
et nulle part ailleurs sur le moteur. C'est pour ça que le conduit d'eau qu'on a vu tout à l'heure, tout de suite là, voilà, il est uniquement plein de calcaire, il n'y a pas d'huile dedans. Donc la très bonne nouvelle, notre moteur est en parfait état. La prochaine fois on verra, je vais effectuer une conversion pour éviter de remplacer ce radiateur parce que j'ai pas envie de réavoir le problème, surtout qu'apparemment c'est une panne connue. Alors pour ce moteur j'ai eu deux solutions. Soit je le passais en 6 cornets d'admission en guillotine, donc en fait ce serait l'admission qui fera guillotine, qui fera un peu le papillon. Alors j'expliquerai ça parce que je pense que la plupart vous voyez pas du tout de quoi je parle. Je pense qu'il y en a techniquement qui connaissent l'admission en comment on appelle ça, en guillotine. Ça remplace en fait l'admission papillon. Voilà. Donc c'est soit ça, soit on le passe en twin turbo. Donc un turbo par côté. Ce qu'il y a, c'est que mon moteur, je l'ouvre pas. Je change pas mon taux de compression. Donc le twin turbo, au final, je vais récolter quoi? 0,5 bar. Je vais pas envoyer plus de toute façon. C'est un moteur pour le visuel. Voilà. En plus de ça, j'ai un pont arrière qui est extrêmement fragile sur la Manta. À partir de 200 newtons déjà ça commence à faire gros. Là ici d'origine il me semble qu'on a 235 ou 240 newtons. Si je commence à envoyer un peu plus, déjà avec les 6 cornets et un échappement sur mesure sur mon inox, je pense qu'on va être pas loin des 300 newtons. Donc il faudra pas envoyer trop sévère sur le pont arrière. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, ce moteur se passera ici. Il viendra se mettre à cet emplacement là, voilà, moteur central avant pour un équilibre des masses hyper bon. Grâce à nos combis filetés, on peut du coup gérer nos masses comme on veut. Les combinés filetés nous permettent de régler les hauteurs de caisse et les duretés de ressort sur cela, et les duretés d'amortisseur aussi. Du coup on peut mettre nos masses où on veut et on peut régler la hauteur de la voiture comme on veut. À l'arrière je suis laissé sur des suspensions d'origine. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on s'équilibrera en fonction des suspensions d'origine à l'avant. Voilà, je pense que ce moteur sera très bon. Donc voilà, donc j'avais hésité au début entre le twin turbo et l'admission 6 cornets avec injecteur sur le dessus, qui est quand même pas trop mal. Je trouve ça plutôt beau et je pense que ce sera mieux à l'intérieur. Je pense qu'on va faire un moteur qui... on voit que ça, on verrait que le moteur, tout le reste serait quasiment vide. Évidemment on aura quand même un radiateur d'huile, et vu que notre moteur prend l'emplacement ici, le master vac va pas pouvoir passer. Le master vac on va le décaler, ça évidemment on verra ça bien plus tard. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'essaye de répondre le plus possible à vos commentaires. Voilà, si jamais je vous réponds pas, soyez pas vexés, c'est que soit je peux pas, soit c'est que le commentaire il n'a pas apparu. C'est déjà arrivé plusieurs fois que j'ai des commentaires qui apparaissent pas, mais quand je vais regarder mes propres vidéos, les commentaires je les vois bien. Donc si jamais je vous oublie, ne vous inquiétez pas, c'est pas intentionnel. Voilà. En tout cas, si tout ça vous plaît, des projets aussi monstrueux, le V6, la Manta, la BMW, le prototype, eh ben n'hésitez pas à venir sur Madforge Motor.